avec le bureau qui m'accompagne, dès notre installation, nous avons réfléchi sur un programme que nous avons dénommé l'ENARC 1 modèle. L'objectif, c'est d'offrir aux pensionnaires de l'ENA actuellement en formation des exemples, des modèles de réussite sortant de la dite école. Et pour cela, nous avons choisi, et toutes les personnalités que nous choisissons dans ce programme, nous les appelons parrains d'honneur. L'objectif, c'est que ces personnalités puissent accompagner l'amicale pendant tout le processus, pendant toute la formation jusqu'à la fin. Maintenant, l'amicale souhaiterait avoir le maximum d'informations sur ces personnalités pour les offrir en modèle aux élèves. Donc, en dehors de votre parcours, votre CV, nous souhaiterions également de vive voix que vous puissiez parler aux élèves. Parce que nous avons des plateformes en interne, comme aussi des plateformes digitales où nous pourrons diffuser ces informations. Déjà, nous sommes venus avec le responsable multimédia de l'école qui nous accompagne dans ce programme. Parce que nous souhaitons créer un pont entre les anciens et ceux qui sont actuellement en formation. Parce que vous savez, comme vous le savez, lorsqu'on réussit à ce concours-là, on est un peu, on pense qu'on est assez outillé et tout cela, alors que en réalité, à la sortie, il y a une autre, c'est un autre monde, c'est un monde professionnel. Vous avez besoin vraiment d'anciens qui vous accompagnent un peu, qui vous donnent des recommandations, qui vous amènent un peu à revenir sur terre pour savoir l'objectif de votre formation et ce qui vous attend, c'est ça en réalité. C'est ça l'objectif donc de ce programme. Et c'est un programme qui implique plusieurs phases. D'abord, il y a votre CV, votre parcours, nous en aurions besoin, M. Kouma. Également cette interview. Il y a aussi une invitation que nous souhaiterions vous faire pour le 1er juin. Pour le 1er juin, dans quelques semaines, quelques jours, où nous organisons avec l'administration de l'école un panel sur le thème « Quelle identité pour l'administration sénégalaise ?» Donc, à notre niveau, nous allons faire à l'école une levée des couleurs. Après la levée des couleurs, il y aura une pause café et ensuite le panel. Maintenant, avant le panel, la personnalité qui est choisie comme panel d'honneur, il sera présenté par l'amicale aux élèves qui seront dans la salle, l'amphibruno Diatta de l'école, et également parler de son parcours. Et après, nous allons permettre à cette personnalité de parler de vive voix aux élèves. Et ça fait partie du programme. Et après cette présentation et la prise de parole de cette personnalité, nous démarrons le panel. Maintenant, pour le panel, nous aurons le DG du BOM. Et nous aurons également, parce que nous souhaitons aussi qu'il y ait un aspect culturel. Et également, nous avons invité aussi le professeur Mbaye Thiam, qui est historien, qui est le directeur de l'école des bibliothécaires archivistes, un peu pour nous faire l'historique de notre administration. C'est ça qui est recherché dans ce panel-là, où nous souhaiterions également vous avoir dans la salle et où vous parlerez de vive voix avec les élèves, parce que cela ne s'arrête pas au bureau de l'amicale. Voilà, donc c'est ça un peu l'objectif de ce programme. Nous serons capables de l'absorber, de nous relever et d'avancer. Et ce que vous faites là, c'est développer cet état d'esprit-là. C'est-à-dire de ne pas rechercher le matériel, mais de rechercher les valeurs, où qu'elles puissent se trouver. On n'a pas la prétention de les incarner. Si on prend l'exemple, je donne souvent l'exemple de l'Israël. Je dis que si on prend l'exemple du peuple juif, c'était une diaspora. Ils étaient éparpillés à travers le monde et ils ont subi toute forme de persécution. Quel que soit le livre saint que vous prenez, vous verrez qu'ils ont subi des persécutions. Actuellement, au niveau du Moyen-Orient, c'est la première puissance. Pourtant, ils n'avaient plus de terre. Parce qu'en réalité, une nation, ça se bâtit sur de la chair et des os. Vous pouvez ne pas avoir de territoire, vous pouvez ne pas avoir dans un premier temps un État, mais si vous conservez un état d'esprit, tout le reste va venir. Donc si le Sénégal actuellement, ce qu'il est devenu actuellement, c'est parce que les premiers chefs d'État
Senghor particulièrement a insisté sur l'état d'esprit. C'est pourquoi la création de l'ENA, faire de Dakar, d'une partie de Dakar, c'est-à-dire vous partez d'ici un peu à Lens, il en a fait un quartier latin. C'est dans ces zones-là, vous voyez l'université, les écoles de formation, l'ENA, l'école des jeunes filles comme Kennedy, l'internat de Blaise Diagne, le lycée technique de La Fosse. À l'époque, le ministère de la Culture qui occupe l'actuelle Cour suprême. À l'époque, c'était le ministère de la Culture. Mais une fois que les magistrats ont mis la main dessus, ce n'est plus reparti. C'est une belle bâtisse. Mais à l'époque, c'était le ministère de la Culture. Quand il était là, la science n'a jamais autant été soutenue. Parce que les blocs scientifiques et techniques, tout ce que vous voyez là, c'est lui qui les a mis en place. Parce qu'il voulait développer un état d'esprit conquérant. Ce qui fait que le Sénégal est ce pays-là, en termes de territoire, pas si grand que ça, mais en termes d'influence, nous arrivons à irradier la diplomatie africaine. Ça, c'est un état d'esprit. Et quand je vous vois vous inscrire dans cet état d'esprit-là, je suis rassuré, je vous félicite et je vous encourage. Et donc, ce n'est pas la peine de vous dire que vous aurez tout mon soutien et tout mon accompagnement. Maintenant, je prends cette séance-là comme une prise de contact. Parce que le secrétaire général a déroulé tellement de choses que j'ai aussitôt compris que je ne vais pas me défaire de vous aussi rapidement et que je ne pourrai pas vous évacuer. Et que donc, je prends cette séance-là comme une prise de contact et par rapport à ce qui est annoncé, notamment le panel, en tout cas si on n'a pas de contraintes particulières, vous allez vous en rendre compte. Hein, c'est que plus vous vous montez, plus vous vous rendez compte que vous n'êtes pas un patron. Et donc retenez, deuxième point, que pour le panel, Inch'Allah, nous serons présents. Maintenant, le bureau de communication, avec l'autorisation du bureau de communication. Et ça, c'est le troisième point, c'est l'interview. On a une communication qui est, je dirais, très encadrée à la DGID. Vous allez vous en rendre compte. Ndeye Nango, qui connaît assez bien les dossiers, qui est avec vous, elle pourra vous dire quand on est agent des impôts et on connaît l'intimité des dossiers des gens, à quel point parfois on peut raconter des histoires dans la presse. Tous les gens qui disent qu'on les poursuit pour telle raison ou telle autre raison. Et on ne peut pas répondre. Parce que dès que vous répondez, vous rompez l'équilibre. Vous rompez l'équilibre parce que vous créez un avantage tel pour l'État que l'équilibre est rompu. Or, on ne doit pas rompre l'équilibre. Parce qu'on connaît beaucoup trop de choses. Quand quelqu'un, je le disais lorsque je recevais une des organisations de la société civile, quand quelqu'un dit que oui, les gens des impôts ont saisi mes comptes, c'est pourquoi je n'arrive pas à payer mes salaires. Le CV également, qui n'est pas le CV de Iba Der Thiam, mais qui est un CV correct quand même, il sera mis à votre disposition. Ça, ne vous en faites pas. Et je peux juste dire de façon très sommaire que moi, comme il l'a dit, hein, je suis de la promotion de 2004. Auparavant, j'ai été au niveau de l'université de Saint-Louis, de 1997 à 2001. Je suis de la promotion SANAR 8. Au niveau de Saint-Louis, on a l'habitude de nommer, pour ceux qui viennent de Saint-Louis ici, qui est notre mafia également, on nomme les promotions suivant leur ordre d'arrivée. Donc, les SANAR 1, c'est un peu, on les appelait les conquérants du désert, quoi, parce qu'à l'époque, il n'y avait même pas de clôture pour l'université. Je crois que c'était un peu les Cheikh Yérim Seck et autres là. Je crois que ce sont eux les SANAR 1, les Mamboy Diao, c'est les SANAR 2, et ainsi de suite, quoi. Donc, moi, je suis de SANAR 8. Je suis de la promotion SANAR 8. Eux, ils sont de SANAR 9. Jean connais, le directeur du contrôle, et Hassan Diouf, le directeur des systèmes d'information. C'est là-bas que j'ai fait vraiment mes études supérieures, où je suis sorti de là-bas avec une maîtrise en droit. Et j'ai aussitôt réussi au concours de l'ENA, hein, parce que presque on a eu notre maîtrise, presque, je crois, peut-être 3 mois après, le concours de l'ENA a été organisé et je suis passé pour intégrer la section impôts et domaines. J'ai fait surtout droit public. J'ai fait le vrai droit. Il me dit le droit ancien, bon d'accord, mais c'est du vrai droit quand même. J'ai fait le droit, on était 8. On était 8 dans notre promotion, oui.
À l'époque, la sélection au niveau de Saint-Louis était très restrictive. On prenait très peu de gens parce que nous, on était une promotion de 60 étudiants à intégrer la faculté de droit. Et pour ceux qui ont choisi droit public, où il y avait un monsieur assez particulier, je ne citerai pas son nom, parce qu'il est parti, il est devenu recteur de Boaké, c'est un Ivoirien. C'est lui qui dispensait le cours de finances publiques. Et il avait vraiment une grande capacité à faire échouer les gens, quoi. Et que donc, ce qui fait que le droit public était déserté. Donc, du coup, il n'y a que 8 d'entre nous qui étions partis faire droit public. Et je crois que pour les 8 qui ont fait droit public, on a eu 5 magistrats. 5 magistrats, c'est Théophile Turpin, Alou Nyokhor Diouf, Thiassine Fall, Adetoulaye Gueye, Younous Kane. On a eu un avocat au barreau de Paris, Bokar Mamoudou Kanté, un diplomate, Abdoul Aziz Loum, et nous-mêmes, inspecteurs des impôts. Voilà, donc on était 8 personnes et c'est de là-bas que je suis sorti pour intégrer les impôts. Auparavant, j'étais au niveau du lycée Blaise Diagne. J'ai fait tout mon circuit au lycée Blaise Diagne. Depuis la première année, donc depuis le CM, jusqu'à la classe de terminale. C'est là-bas que j'étais. J'ai eu une bourse d'excellence. Mais bon, les familles sénégalaises, parfois, ça peut ne pas être une priorité. Moi, j'ai demandé de rester parce que, bon, effectivement, il fallait débourser beaucoup de moyens pour que j'aille étudier à l'étranger. Et puisque je suis d'une famille où les gens voulaient tenir coûte que coûte à ce que les gens fassent l'université, parce qu'il n'y a que ça qui montre que, vraiment, comme disait l'autre, hein, tu as pris ton pain noir là. Donc je suis allé prendre mon pain noir. Donc finalement, je ne suis pas parti. Je suis resté au niveau du Sénégal. Et je crois que je ne l'ai pas regretté. Un temps, il a fallu moins 5 pour que j'intègre l'armée. Bah, ça, Hassan ne le sait pas peut-être. C'était moins 5. Mais bon, après là également, vers la fin, on m'en a dissuadé. Mais j'étais vraiment sur les starting blocks et très bien positionné pour le faire. Moins pour être militaire, mais pour l'amour de l'ordre et de la discipline. Je suis un peu maniaque de l'ordre. Néna sait de quoi je parle. Elle qui était au niveau des grandes entreprises, je suis un maniaque de l'ordre et de la discipline. J'aime que les gens soient ponctuels. Je fais tout, en tout cas mon possible, pour être ici avant l'heure et de quitter très tard après l'heure. Et que si vous êtes même ponctuel, il y a 80% de chances que vous trouvez mon véhicule déjà garé. Ça, je le fais depuis que je suis jeune inspecteur. Quand je suis devenu DG, je n'ai pas arrêté. Et je quitte le bureau pourtant vers 22h. Mais je reviens encore également et je travaille à la maison. Donc mon amour pour l'armée, c'était surtout ça. C'était vraiment l'ordre et la discipline. C'est moins la carrière militaire que cela. Parce que je crois à un principe également, moi je crois au principe civil. Ce que l'on dit, la formule latine là, c'est dans arma togae. Il faut que l'épée le cède à la toge. Ici au Sénégal, c'est ce principe-là que Senghor a développé. Lorsqu'il a eu les événements de 62, il a pris sa constitution, il a parlé aux militaires. Et c'est ce principe-là qui est toujours là. C'est pourquoi quand certains pensent agiter l'armée, etc., ils ne comprennent pas la tradition sénégalaise. Ici, au Sénégal, le pouvoir, il est civil. Il n'est pas militaire. C'est pourquoi Senghor a développé cette administration-là. Les gens, ils vont même faire un service militaire. Je ne sais pas si c'est toujours respecté. Mais ils reviennent vers la vie civile. Parce que le pouvoir au Sénégal, il est civil. Et le pouvoir le plus solide, c'est un pouvoir civil, ce n'est pas un pouvoir militaire. Clémenceau disait que la guerre, c'est une affaire trop sérieuse pour la laisser entre les mains des militaires. C'est ça que disait Clémenceau. Et pourtant, c'est un guerrier qui se dressait au-dessus des tranchées et qui disait aux Allemands, on va vous avoir pendant que les balles sifflaient. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui a peur quand il le dit. Donc, j'ai failli faire l'armée, donc moins pour les armes et la tenue, mais je crois surtout pour l'amour de l'ordre et de la discipline. Maintenant, quand on a intégré les impôts, je crois que les premières années, nous les avons passées au centre des services Dakar Plateau 2, où j'ai trouvé Serigne Moussa, où j'ai débarqué là-bas avec Madame Djabi.
Et les conditions de travail n'étaient pas aussi faciles hein, que celles qu'on connaît aujourd'hui. On en était à ce niveau de sacrifice-là. On achetait nous-mêmes le matériel avec lequel on devait travailler. Ça, c'était avant qu'Amadou Ba ne vienne et qu'il a fait vraiment, comme je le dis lors de mes tournées, le matériel, des conditions matérielles, je ne veux pas les négocier avec vous. Je veux que vous les exigiez de moi. Je ne négocie pas ça. Bon, les gens doivent être dans d'excellentes conditions de travail. On a trouvé un DGCAM qui était extrêmement rigoureux, mais bon, il y avait des contraintes budgétaires et pas mal de difficultés, parce qu'Assane Dianko, quand même, nous lui devons beaucoup de choses. Nous lui devons SICTAS, nous lui devons la mutuelle des agents des impôts et domaines, nous lui devons la segmentation de l'assiette. Les réformes les plus dures, les vraies réformes, les premières vraies réformes, c'est celui-là qu'on a trouvé en place, Assane Dianko, hein, qui les a réalisées. Les grandes entreprises, c'est lui. La segmentation de l'assiette qui permet d'avoir les grandes entreprises, les moyennes entreprises, les petites entreprises, c'est Assane Dianko. Ce qui, pour la première fois, nous a placé au cœur, qui nous a commencé à informatiser nos services, c'est également Assane Dianko. Celui qui a créé la mutuelle des impôts et des domaines, c'est Assane Dianko. Mais bon, Dieu a voulu également que c'est sous Assane Dianko que le syndicat a été créé. Parce que bon, les conditions étaient quand même difficiles. Mais cela note en rien le fait que c'était un brillant inspecteur. Je crois un inspecteur des impôts exceptionnel. Je crois que moi, l'un des meilleurs directeurs généraux que j'ai connus en termes de rigueur, de sérieux, il reste un exemple pour nous. Donc les conditions matérielles qu'on a trouvées ici, ce n'était pas faute de volonté, c'était des conditions objectives de travail difficiles, mais qu'on a dû surmonter. À l'époque, nos fameux fonds communs là, ce n'était pas tout à fait ça. Hein. Voilà, voilà, c'est presque à peu près un peu autant que les salaires que vous avez à l'ENA actuellement. Ah oui, oui, c'était ça les fonds communs, hein. C'était pas beaucoup. Les gens en parlaient déjà, mais c'était pas beaucoup. Mais là, sauf qu'à l'époque, je pouvais me contenter d'un pain au raisin de Sandaga. Si je suis taxi, moi 500 ou 250 je ne pain au raisin Sandaga. Après, je suis sur mon bureau. C'était très matinal, je bossais. Donc, c'est au niveau de Dakar Plateau 2. Après Dakar Plateau, bon, j'ai fait une brève formation au niveau de Rome pour mon renforcement de capacité sur la pratique juridique de l'entreprise et de l'investissement. Et c'est, je crois, c'est en revenant de cette formation-là, après que j'ai été aussitôt nommé rédacteur du directeur des impôts. Donc, moi, je suis sorti en 2003. J'ai pris service en 2004. J'ai été nommé rédacteur du directeur des impôts en 2007, c'est-à-dire 3 ans après. Rédacteur du directeur des impôts, à l'époque, c'est comme je disais à Mortal, comprenez directeur de cabinet. À l'époque, le directeur des impôts supervisait tous les services presque du Sénégal. C'était le directeur le plus puissant. Et le rédacteur numéro 1 était son premier collaborateur, c'était son conseiller technique numéro 1. Ce qui fait que du coup, les chefs de centre, ils t'appelaient directeur. Ça, c'était 3 ans après ma sortie. Et je coordonnais déjà les services, je rédigeais toutes les notes de service pour organiser l'assiette, le contrôle, le recouvrement, parce qu'à l'époque, le directeur des impôts, c'était tout cela. Et en même temps, je faisais les plans d'action et je représentais la DGD au comité hebdomadaire de suivi des recettes, qui était un comité très dur, mais où je le représentais aux côtés du directeur des impôts. C'est à partir de là que le cabinet m'avait repéré, le cabinet du ministre. Je vais en venir après. Donc, ce qui fait que rédacteur directeur des impôts, j'ai été là-bas presque pendant après 2 ans et je suis monté au niveau de la législation. La législation, à Saint-Pierre de Courage, je parle, à l'époque c'est la crème. Hein? Quand on vous amène à la législation, ah oui, les rédacteurs de la législation, c'était des rédacteurs comme tous les autres en termes de rang, mais même en termes de rémunération, ils percevaient plus parce que les gens considéraient qu'ils étaient plus capés. J'ai été remplacé à ce poste-là par Mme Diaby. Et j'étais chef de la section des régimes fiscaux spécifiques et agréments. Vous étiez délégataire du directeur général des impôts, directement, hein, pour la signature des factures que vous avez visant en exonération de TVA. En même temps, vous étiez conseiller du directeur général sur toutes les questions relatives au régime dérogatoire. Le premier rapport sur les dépenses fiscales qu'on a eu à rédiger, c'est moi qui ai rédigé les termes de référence avant de partir après pour le cabinet.
Parce que je n'ai fait qu'un an à la législation et le cabinet a demandé que je vienne les rejoindre. Donc, ce qui fait que j'ai aussitôt rejoint le cabinet. Donc, je suis sorti en 2004. En 2009, je suis nommé conseiller technique du ministre. Conseiller technique du ministre, où je m'occupais de toute la fiscalité parce que Bassirou Sambagnas, que j'ai trouvé sur place, Bassirou s'occupait particulièrement de questions pétrolières. Donc, à un moment donné, toute la fiscalité, il me l'avait laissé et il présidait le comité de recettes. Mais une fois que je suis venu, il a commencé à me laisser la présidence du comité de recettes. Donc, j'ai présidé le comité de recettes pendant 5 ans au niveau du cabinet du ministre. Et ça, cette réunion-là a été représentée. La DGID, vous avez le directeur des impôts qui venait, le directeur du contrôle fiscal, le directeur des domaines. Au niveau de la douane, vous avez le directeur des opérations douanières, le directeur régional de Dakar. Au niveau du trésor, vous avez le receveur général du trésor. Au niveau du budget, vous avez le chef de la division des recettes qui venait. Et on vous demandait déjà, 5 ans après votre sortie, je n'avais pas 30 ans, je devais présider ce comité-là. Il fallait faire preuve de beaucoup de rigueur, voilà, de caractère. Parce que vous avez des gens qui avaient déjà fait leur carrière dans l'administration et vous deviez tenir la réunion pour que ça ne parte pas dans tous les sens. Mais bon, au bout de quelques temps, chacun est... Ça s'est réglé très rapidement, disons. Ça s'est réglé très rapidement. Voilà. Et j'ai tenu ces réunions-là pendant 5 ans, à côté de mes autres activités de conseil technique, parce que Bassirou Sambagnas, que j'ai trouvé sur place, lorsqu'il est monté après directeur de cabinet, j'étais tout ce dont ne s'occupaient pas les autres. J'avais une compétence résiduelle. Les juristes savent de quoi je parle. Quand on me dit que le pouvoir réglementaire a une compétence résiduelle, ça veut dire que vous faites tout à peu près. Et c'est au niveau du cabinet que j'ai été là-bas. À partir de 2011, Mamadou Mbengue devait partir à la retraite. Et on a déjà fait les enquêtes pour que je sois directeur de l'administration du personnel. Mais le débat s'était posé. Parce que j'étais sorti en 2004. Il fallait décompter et je n'étais pas encore inspecteur principal. On voulait faire de moi le directeur de l'administration du personnel. Et je me rappelle Amadouba qui était fort en théorie. On avait expliqué pour dire que bon, en réalité, je vais être inspecteur principal au moment où le décret va sortir. Il y a des choses. Finalement, ça ne s'est pas fait. Après, à partir de 2012, 2013, je suis resté au cabinet. Et l'option du directeur de l'administration personnelle a été abandonnée en 2013, lorsque Mme Cham est venue. Mme Cham est venue, ça s'est réglé en quelques minutes, quoi. Il me dit, Ablaye, occupe-toi de mes recettes là, toi, tu as une fibre recette. J'ai laissé mes recettes, je me rappelle DAP, occupe-toi de mes recettes. Et c'est comme ça que je suis devenu directeur du recouvrement en 2014. J'avais 36 ans. Et donc, ce qui faisait de moi le plus jeune directeur de tout le cabinet, de tout le département du ministère de l'économie et des finances. J'ai été à la direction du recouvrement de 2014 à 2019. Et je crois vraiment, c'est un poste que j'ai adoré. J'ai vraiment fait le mieux que j'ai pu pour relever le niveau de la direction. Et je crois qu'on a réussi à en faire un astre, quoi, vraiment. C'était une direction qui était très en vue. Et on a produit les notes d'analyse des recettes. C'est de là-bas que c'est parti, toutes les notes d'analyse des recettes. Tous les outils actuellement, tous les actes de poursuite que vous voyez, le modèle d'acte a été conçu durant cette période-là. Ensuite, on a rédigé une note de service sur les prises en charge qui est actuellement utilisée avec M. El Momatsek. Et on a la note sur le quitus fiscal, le plafonnement des paiements en espèces, la création d'un corps de porteurs de contraintes, tout ça, et même pour le terme fiscal électronique que je n'ai pas terminé. Mais en réalité, c'est nous qui avons fait venir Jotari. La première réunion s'est tenue avec Aïssata. C'est nous qui avons lancé. Bon, après, ça s'est dénoué après moi. Mais c'est nous qui avons demandé qu'on crée le terme fiscal électronique. Et vraiment, j'ai pu le faire. Et ça, c'est pour dire un mot à Danfaha. Parce qu'effectivement, moi, quand j'étais au cabinet, j'ai fait une autre formation. Je crois que Mme Oulimata Diop, je crois qu'il y a l'OQSF, l'organisation de l'Observatoire de la qualité des services financiers, on m'a dit qu'elle l'aurait fait en tant que juriste. Mais en tout cas, à ma connaissance, il y a qu'elle et moi qui l'avons fait comme juriste. C'est la formation de programmation de politique, de programmation financière du Fonds monétaire international, où vous faites de l'économie très dure
Mais j'étudiais jusqu'à 2 heures du matin, je rentrais du cabinet, et ça c'était que je me sois nommé directeur. Je rentre du sport, je travaille jusqu'à 2 heures du matin. Pourquoi? Parce que je devais comprendre ce qu'était le secteur réel, ce qu'est le secteur secondaire, comprendre le secteur extérieur, travailler sur le secteur d'administration, des vitesses de circulation des monnaies, qui étaient des calculs très compliqués que je devais faire après. Les liaisons macroéconomiques, faire des scénarios tendanciels, qu'est-ce qu'un scénario programme. J'ai fait de l'économie pure et dure. Ça m'a permis après, lorsqu'il a fallu après faire les notes d'analyse des recettes, d'apporter une touche. J'avais un peu cette double casquette-là, qui faisait que j'avais un bon background, n'est-ce pas, en économie, en programmation financière. Même si je suis un vrai juriste, comme le dit El Momad. Et donc, j'ai quitté la direction du recouvrement en 2019, maintenant, pour rejoindre la direction des grandes entreprises. Mais durant mes premières années au niveau de la direction de recouvrement, je l'ai cumulé avec la direction des services fiscaux spécialisés pendant 1 an presque. Parce que Cheikh Ba était nommé directeur général et le poste était resté vacant. Je l'ai occupé pendant 10 mois. Parce qu'il n'y avait pas encore un autre directeur. Et donc j'ai pu maintenant, après, j'ai été nommé directeur des grandes entreprises. C'est là-bas que j'ai été de 2019 à 2023. Au niveau de la direction des grandes entreprises également, il y avait de gros défis. Bon, les gens que j'ai trouvés aux grandes entreprises ou qui m'ont trouvé là-bas savent de quoi je parle. Il fallait en faire un service exceptionnel. Quand un service fait 80% des recettes de l'État, vous devez faire de sorte que ce service-là soit un service exceptionnel. Donc on a pu vraiment travailler d'abord à changer son environnement physique. On a mis en place un programme de rénovation physique et fonctionnelle. D'abord, le même programme que je suis actuellement en train d'appliquer, mais à une plus grande échelle au niveau de la direction générale. Je l'ai commencé quand j'étais directeur des grands entreprises. J'ai permis la mise en place des front office, la création d'open space, la réduction des délais de traitement des dossiers. Hassan Diouf sait de quoi je parle. On est passé de délais de traitement de 175 jours à 6 jours. Oui, c'est ça qu'on a fait. Le quitus fiscal, on commence à délivrer séances tenantes au lieu des 48 heures, etc. Et vraiment, on a fait un travail qui, peut-être, aux yeux de l'autorité, nous a valu d'être nommé directeur général des impôts et par la grâce également d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour vous dire que le président, avant même de parce qu'après on s'est vu, bien entendu, avant même de m'avoir vu, avait déjà pris sa décision et c'était sur la base juste de rapports et de témoignages. Hein. Et ça, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire qu'on peut être dans cette administration-là, travailler et un jour, au moment de confier des responsabilités, les gens vont penser à vous sans que vous n'ayez fait du lobbying, que vous connaissiez un marabout, ou un homme politique, ou etc., etc. Parce que les boulevards vous sont ouverts si vous travaillez. Voilà. Et c'est là où peut-être moi je vais vous dire mon mot. C'est-à-dire que là c'était un peu pour le CV, mais que vous aurez physiquement, mais ce serait plus, si je vous l'explique ainsi, comme ça, quand vous aurez le CV entre les mains, vous allez mieux comprendre. Maintenant, pour le mot, c'est que pour les élèves de l'ENA que j'ai déjà eu à rencontrer ici, j'ai un cousin utarin, lui qui a fait l'armée, lui il a fait une carrière militaire. Il me disait que au niveau de l'armée, on se maîtrise, on se tient en respect pour tout ce qui concerne les aspects physiques. Hassan, qui est lui, un ancien de l'école militaire, il sait de quoi je parle. Il me dit que si vous faites les épreuves physiques, vous avez quelques petites différences. Les gens ne creusent pas l'écart là-bas. Le gars il peut être à 19,50, vous êtes à 17, même s'il est plus fort, mais vous avez la moyenne, vous êtes à 15, etc. Vous êtes bon au niveau de l'armée. Vous faites de la formation de qualification d'armes, etc. Il est plutôt bon. Pour tous les aspects militaires purs, les gens sont très bons. Il me dit, on creuse l'écart sur 2 plans. D'abord sur l'aptitude au commandement. C'est là où on fait la différence. Soit ça en opération de terrain ou au niveau des headquarters, c'est-à-dire au niveau des quartiers généraux. Vous faites preuve d'une grande aptitude au commandement. Il me disait également, on le faisait à l'écrit. C'est-à-dire que lorsqu'il s'agit vraiment de nous soumettre des épreuves, il arrivait que certaines épreuves, vous êtes tellement bon, et c'est ça qui vous permettait parfois de sortir major de votre promotion. Mais il me disait que le physique pur, pour des écoles d'officiers, ce n'est pas ça qui faisait que vous sortiez major de votre promotion. Ici, on a une petite inversion. C'est-à-dire, vous allez
creuser l'écart par votre caractère et votre endurance. Parce que d'un point de vue intellectuel, vous allez vous tenir quoi. Rarement ngay gis kenn mën ci benn matière kenn ki ba il va avoir le double de sa note. Et puis dès que vous mettrez le pied dehors, c'est-à-dire que vous allez intégrer l'administration, tout le monde va oublier les rangs. Man classement gars yi xamatuma ci sax nit yi lu ñu classé woon. Njariñ bu ñu ma amal actuellement rek laa gis et franchement bu ñu affecté tennis je vous dis pas de vraiment vous occuper des classements, c'est bon, instant bi rawante gaal ngeen toll, il faut le faire. Mais et puis c'est une saine émulation quoi, c'est bien. Mais passez-moi le terme, mais une fois que vous rentrez dans l'administration, mais tout le monde s'en fout. Hein. On regarde que deux choses. Est-ce que vous êtes quelqu'un de sérieux? D'abord. Parce que techniquement, les gens disent que vous êtes bon. Parce qu'il y a tellement de sélection entre l'école primaire et l'accès à l'ENA, il y a tellement de filtres. Même les Elbomat et Serigne Moussa qui siègent au niveau du jury de l'ENA, ils savent de quoi je parle. Il y a beaucoup de gens qui ont sans doute éliminés, mais c'est des gens qui ont une très grande qualité, qui n'ont pas pu accéder à l'ENA. C'est pour vous dire que vous qui accédez, vous êtes la crème en termes de technicité. Donc, gars, les gens, pour eux, c'est un supposé connu. Maintenant, ils vont voir si vous êtes sérieux et lâcher à la dernière minute, quoi. Que tu es un collaborateur, à la dernière minute, il t'appelle, il baisse la voix pour te dire que non, ça tue le chef, quoi. Vous devez faire preuve de disponibilité. Et si vous regroupez ces deux qualités-là, moi je crois, Inch'Allah, comme je dis, parce que beaucoup de femmes disent c'est la même chose avec les élèves de l'ENA. C'est-à-dire que si vous rentrez dans l'administration, vous faites preuve de sérieux, vous faites preuve de disponibilité, c'est-à-dire être ponctuel, être assidu, vous serez forcément des gens compétents. Donc, si vous faites preuve de ce sérieux-là, vous allez vous en sortir. Et particulièrement maintenant pour les cadres du cycle 1, il faut faire preuve de caractère. Il faut faire preuve de caractère. Il ne faut pas parler dans sa barbe là. Voilà. N'est nit boo xamante ne da ngay xof quoi. Non. Vraiment de tenue. De tenue. Du xam nu ngay li ngay sol yére correct. Vous n'êtes pas tout le temps obligé de mettre un costume cravate. Ce n'est même plus obligé d'ailleurs avec toutes les tenues africaines qu'on a. Vous devez faire preuve de correction. Mais buy jaay man booy jëmp laa sol ay jean fii soog training di bonde si kaw nit wala dara gars yi kii du kilifa kenn du la dénk dara après tu vas crier contre tout le monde gars maa leen daax a jàng ak yooyu weesu nañ ko ay daax a jàng moom enam la fii bu ñu fa duggee dañuy xool les personnes si qui on peut compter. Donc je crois que ces aspects-là il ne faut jamais les perdre de vue. Il faut faire preuve de caractère. Il faut faire preuve d'innovation. À chaque fois que vous êtes au niveau d'un service, la première chose que vous faites, dégager une situation de référence. Mais je me rends compte que 6 jours là qu'on traité, maintenant que à 1 jour. Et ceux qui seront au niveau de la diplomatie, au niveau de l'administration territoriale, au niveau de la section travail, où parfois vous avez des outils plus qualitatifs que quantitatifs, cela vaut pour vous également. Vous devez dégager des situations de référence. Et à partir de ces situations de référence-là, vous pouvoir dire que vous allez innover et progresser. L'innovation n'est pas forcément quelque chose de sophistiqué, etc. Non, c'est le moins le baisse li ngay indi quoi. Même dans l'organisation des heures de visite, dans l'organisation du service, de la disponibilité des gens, etc. Et là, si vous faites preuve d'innovation, cela va vous permettre de beaucoup avancer. C'est-à-dire que si vous avez un chef qui a du caractère et qui sait innover, il va se gagner quoi. Maintenant, administration, et c'est par là que je vais terminer. Vous avez 3 types de relations. Vous avez des relations vis-à-vis de votre autorité. Vis-à-vis de l'autorité, on attend 2 choses. La loyauté et la disponibilité. La loyauté voudrait que l'on yëkkati nga waxoo looy tëral nga waxoo lu la wax tout ce qu'il peut te dire que cela ne se retrouve pas dans la rue. Et également, les gens vont vous confier des situations très complexes. Qu'il s'agisse des cadres supérieurs ou des cadres moyens de la hiérarchie B. Les gens vont vous citer pour confier parfois des situations très complexes. Vous ne devez pas être ému. Il faut vous garder de l'émotion.
les dossiers là, il faut sortir des dossiers et les regarder froidement et les traiter avec froideur et être loyal vis-à-vis de l'autorité. C'est ça qui permet que vous restiez en équipe avec l'autorité. Vous devez faire preuve de disponibilité. Quand le ministre vous dit, donc, ça m'est arrivé plus d'une fois depuis que je suis DG, vous allez me représenter quelque part, etc. C'est-à-dire que, ou bien vous devez être avec lui une réunion, y compris au niveau international, comme c'était la dernière fois à Washington, vous ne le lâchez pas à la dernière minute. Vous ne le lâchez pas à la dernière minute. Vous êtes disponible. C'est-à-dire que l'autorité, quand il vous appelle, il doit vous avoir au téléphone. Vous devez être joignable par courrier électronique, par WhatsApp, par téléphone, tout ce que vous voulez. Mais vous devez être disponible. Autorité, c'est ça. Loyauté, disponibilité. Le reste, ça va venir. Bouddha bouddhique. Deuxième niveau de collaboration, c'est une collaboration horizontale. C'est avec les autres administrations. Il faut faire preuve d'une technicité, d'une grande technicité. C'est comme ça que vous faire respecter. Une administration qui n'est pas technique, une administration, vous avez une réunion, vous avez hésité, vous vont faire prendre des décisions. Et pourtant, ils se sont engagés. Hein. Voilà, pourtant, on est avec le préfet. Le préfet a dit que non, affaire Bikina. Non. Encore que les administrateurs civils, eux, c'est un peu les grands patrons. Quoi. Eux, ils ne sont pas obligés de descendre dans un certain niveau technique. Eux, ils coordonnent les services. Mais vous devez faire preuve de technicité et faire preuve d'ouverture. En faisant preuve d'ouverture, là, vous n'êtes pas hermétique, vous êtes utile aux gens. Parce que si vous avez une technique, fermé, il est inutile. Mais quelqu'un qui est technique mais ouvert, c'est quelqu'un d'extrêmement utile. C'est ça qui fait que lorsque les gens ils vont dire on va s'adresser à l'administration du Trésor ou à l'inspection du travail, ils y vont avec la certitude que vous allez leur dire ce que c'est que le droit, mais après vous allez leur trouver des solutions. Alors si vous le faites, vous vous faites respecter de vos pairs. Ça c'est le niveau horizontal. Maintenant après, il reste le niveau vertical vers le bas. C'est vis-à-vis de vos collaborateurs. Vous devez faire preuve, il faut être juste et généreux. Quand vous êtes juste, vous êtes forcément rigoureux. Parce que c'est ça la rigueur. Hein? La rigueur doit être moi, c'est quelqu'un qui doit être sanctionné positivement, on va sanctionner positivement. Quelqu'un qui doit être sanctionné négativement, sans émotion, que sanctionner négativement. Vous êtes juste. Vous êtes généreux, moi, l'union am. Ça, si vous le faites en tant que chef, vous êtes respecté. Parce que un management, c'est pas de la tyrannie, c'est de la séduction. Je disais aux gars, moi je n'essaie même pas de tyranniser les gens, c'est inutile. Tu les séduis. Mais comment tu les séduis? Tu dois être juste. Et tu dois être généreux. Voilà. En fait, je crois quand même qu'on a besoin de ça. C'est que les gens sentent que nous avons. Et quand ils demandent de petites choses, ça non, ce n'est pas de qualité. Moi, je vous donne quelque chose de qualité supérieure. Comme vous avez dit l'autre jour, quand on était à Durbel, avec les imprimantes là. Quand vous leur disiez que vous ne voulez pas leur donner des imprimantes de bas de gamme. Quoi. Voilà. Donc, ça, vous devez être généreux. Surtout, c'est-à-dire que sur le matériel informatique, ça c'est à titre privé, tu dois l'aider. Vis-à-vis des associations qui sont là, vous les aidez. Effectivement, ils ont raison. Dès les premiers jours, j'ai presque relevé les dotations de toutes les associations parce que moi, j'ai une sensibilité de gauche. Hein. Les gens de gauche, ils donnent. Hein? Donc, ça c'est fait. Mais également, vous devez être également juste. Mais ça, attends, quelqu'un il est droit. Il fait son travail normalement. Il vient à l'heure, il quitte à l'heure. Quelqu'un qui fait tout le contraire de ce qu'il fait. Parce que de Mourouski, nous sommes au même pied. Mais qui en tout cas de mon color, mais non, il y a un je disais à l'autre que si vous avez un soxna, n'est-ce pas? Quelqu'un qui dit 2 mètres, quelqu'un qui dit 1 mètre 50. Si vous avez 1 mètre 50, vous avez un jubulo. Qui a 2 mètres, vous avez 2 mètres, vous avez qui fait 1 mètre 50, vous avez 1 mètre 50, vous avez quand vous gérez une administration, c'est ça. Vous devez être juste vis-à-vis des agents. Ça, si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas dans de l'équité, vous êtes dans de l'égalitarisme.
l'égalitarisme, c'est vouloir placer dans la même situation des gens qui sont dans des situations juridiques différentes, leur accorder le même traitement. Et ça, c'est injuste. Tôt ou tard, vos agents qui vous voient, ils vont dire que vous êtes faible. Et après, petit à petit, vous allez perdre, n'est-ce pas, leur estime. Voilà, n'est-ce pas, les quelques mots que je voulais placer. Le mot de modèle que vous avez choisi, bon, je suis obligé de l'accepter parce que je vous fais confiance. Je suis sûr que vous avez beaucoup réfléchi avant de le dire. Personnellement, je ne me considère pas comme tel. Moi, je me remets en cause tout le temps. Il y a le monitim. C'est que si je vous dis que jusqu'à présent, même dans ma manière, dans ma calligraphie, de me corriger, de voir si j'ai bien barré les T là et tout, je fais attention, même si je suis parce que je me remets en cause tout le temps. Et à partir de là, pour moi, je considère qu'un modèle, il est fugace, quoi. C'est un idéal qu'on essaie de chercher, voilà, quelque part, mais il est assez fugace. Et je ne me considère pas comme un modèle, mais en tout cas, je suis très honoré que vous me surestimez ainsi, et donc je suis obligé donc d'accepter. Pour ces occasions-là, je crois qu'aucun discours ne peut être à la hauteur de l'événement. Parce que des say nawle comme yow bu ñu ñëwee tànn la wax ne la ñun dañu bëgg a xool si yow pour améliorer wu loo mën ci wax ça peut pas être à la hauteur de leur estime. Tu me peux dire que merci. Donc merci.